Je t'envoie cette photo pour que tu saches qui est la femme de cette maison et qui n'est qu'une vache à lait. Ce message cruel va froid est apparu sur l'écran de mon téléphone juste en dessous d'une photographie. Une photographie que, pour le reste de ma vie, aucune quantité de larmes ne pourrait jamais effacer. Sur l'image, mon mari Kevin et sa belle-mère Evelyne, les deux personnes que je respectais et aimais le plus au monde, étaient nus, entremêlés sur le lit même que nous partagions en tant que mari et femme. Son visage à elle ne montrait pas une once de honte, seulement un sourire de satisfaction suffisant et provocateur. Et mon mari, la tête posée sur son bras, affichait l'expression contente d'un enfant à qui l'on vient de donner un bonbon. Tout mon corps a eu l'impression qu'un courant de 1000 volts l'avait traversé, me laissant prostré et à l'agonie. Le téléphone a glissé de ma main, se fracassant sur le sol de carrelage froid, ses morceaux éparpillés comme les fragments de mon cœur à cet instant précis. Mais étrangement, je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme n'est tombée. La douleur accablante ne s'est pas transformée en larmes, elle s'est solidifiée, devenant un bloc de haine glaciale dans ma poitrine. Pendant les 7 dernières années, avec qui avais-je vécu? Un mari incestueux et une belle-mère dépravée. Ils avaient joué une pièce parfaite, un drame sur une famille intellectuelle et une profonde affection, tout cela pour dissimuler leur relation dégoûtante. Et qu'étais-je dans leur pièce? La vache à lait. Très bien. Si c'était le rôle qu'ils avaient choisi pour moi, je le jouerais à la perfection. Mais le dernier acte serait écrit de ma propre main. Cette année, j'ai eu 35 ans. J'avais cru autrefois être la femme la plus heureuse du monde. Mon mari Kevin était professeur d'université, un homme parfait aux yeux de tous. Il était grand, érudit et parlait toujours d'un ton doux et mesuré. En 7 ans de mariage, il n'avait jamais une seule fois haussé le ton avec moi. Chaque matin, il se réveillait tôt pour préparer le petit déjeuner. Chaque soir, il rentrait à la maison et me posait la même question, « Comment s'est passée ta journée, chérie? Étais-tu fatiguée ?» Il me disait toujours que m'avoir été la plus grande bénédiction de sa vie. J'avais cru à ses paroles escrues aveuglément. Pour cet amour et cette confiance, moi, une architecte avec une carrière autrefois prometteuse, j'avais accepté de rester au second plan. J'ai refusé de grands projets et des opportunités de promotion juste pour avoir plus de temps pour m'occuper de sa famille. Je voulais être l'épouse parfaite, la belle-fille parfaite. La famille de Kevin était bien connue à Boston. Son père, Arthur, était un professeur à la retraite, un homme gentil et calme. La mère biologique de Kevin était décédée quand il était jeune. 1 an plus tard, son père s'était remarié avec Evelyne. C'était une femme vive et sociable. En surface, elle était le modèle de la belle-mère idéale. Partout où nous allions, elle me prenait la main et se vantait auprès de tout le monde, « Voici ma belle-fille, Anna. Belle, talentueuse et si dévouée. » Mais moi seul, vivant sous le même toit, pouvais ressentir la distance froide derrière ses paroles douces. Chaque fois que je lui achetais un cadeau coûteux, elle souriait de toutes ses dents, pour mentionner ensuite avec désinvolture une amie dont la belle-fille lui avait acheté quelque chose d'encore plus extravagant. Chaque fois que je recevais des éloges au travail, elle disait qu'il n'était pas bon pour une femme de trop réussir. Les hommes n'aiment pas ça. Ses paroles étaient comme de minuscules aiguilles, ses regards remplis de sens cachés. Mais j'ai toujours choisi de rester silencieuse. Je me disais que peut-être elle était juste une personne prudente, que je devais faire plus d'efforts pour gagner complètement son affection. Et j'ai fait des efforts. Je me suis occupé personnellement de mon beau-père, gérant ses repas et son repos. Je m'occupais de chaque affaire, petite ou grande, dans la maison, de la planification des vacances et des dîners de famille aux grandes réunions de clan. Pendant 7 ans, j'ai vécu comme une ombre, une toupie qui ne connaissait jamais la fatigue. Je pensais que mon sacrifice serait récompensé par une vie de famille paisible. J'ai vécu dans cette illusion heureuse jusqu'à ce jour fatidique. Demain marquait le 10e anniversaire de la mort de la mère biologique de Kevin. Selon la tradition familiale, c'était un jour incroyablement important. Des parents de partout, des plus vieux patriarches aux cousins les plus éloignés, se réuniraient dans le domaine ancestral de la famille pour la cérémonie. En tant qu'épouse du fils aîné, j'avais été occupée à tout préparer toute la semaine. J'ai conduit plus de 2 heures seule jusqu'au domaine dans les Berkshires, nettoyant toute la demeure historique poussiéreuse de 3 étages. J'ai choisi à la main chaque arrangement floral, sélectionné chaque article pour la table commémorative, et tout disposé avec soin pour que ce soit impeccable. Kevin m'a vu, épuisé et exténué, et n'a pu que me prendre la main avec de la pitié dans les yeux. « Tu travailles trop dur, Anna. Tout pour cette maison,
pour cette famille, repose sur tes épaules. J'ai juste souri un sourire fatigué mais heureux. C'est ce que je devrais faire, ai-je répondu. Je veux juste que tout le monde soit heureux et que ta mère soit en paix. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que derrière mon dos, la belle-mère que je m'efforçais tant de satisfaire était, avec mon mari, en train d'orchestrer l'humiliation la plus horrible pour moi. Cet après-midi-là, après avoir presque terminé tous les préparatifs au domaine, je suis rentré chez nous en ville, le corps perclus de fatigue. Kevin a envoyé un SMS pour dire qu'il avait une réunion urgente à l'université et qu'il rentrerait tard. Je n'ai rien soupçonné, j'ai juste répondu en lui disant de faire attention. J'ai pris une douche et je venais de m'allonger sur notre lit familier, prévoyant de faire une courte sieste, quand mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Et puis l'enfer s'est ouvert. Cette photo, ce textile était une condamnation à mort exécutant mes 7 années de jeunesse, 7 années d'amour et de sacrifice. Je suis resté immobile sur le sol froid. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. La douleur s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de tranchant et d'acier. Je me suis levé lentement, ramassant chaque morceau brisé de mon téléphone. Cette pièce de théâtre, je ne les laisserai pas être les seuls acteurs. Demain, le jour de la commémoration de sa mère, devant toute la famille, j'accrocherai cette photo. Je laisserai tout le monde voir le vrai visage du fils dévoué et de la belle-mère vertueuse qu'ils avaient toujours loué. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assis sans bouger sur ce sol froid. Tout autour de moi semblait s'être arrêté, sauf le tic-tac régulier de l'horloge de parquet dans le hall, chaque tic-tac marquant le silence de mort de la maison. Je ne ressentais plus de douleur, seulement un engourdissement qui se propageait dans tout mon corps. Je me suis penché lentement, ramassant les éclats de mon téléphone brisé. L'écran était une toile d'araignée de fissures, mais l'image dégoûtante était encore vaguement visible en dessous une moquerie persistante. Je ne les ai pas jetés. J'ai soigneusement recueilli chaque morceau et je les ai placés dans une boîte vide sur mon bureau. Je voulais la garder la preuve de cette ruine, garder le rappel de la façon tragique dont ma confiance avait été piétinée. Au lieu de sombrer dans le chaos, mon esprit est devenu d'une clarté terrifiante. Les étapes suivantes, les actions à venir, sont apparues une à une dans mon esprit comme un plan prémédité de longue date. La vache à lait. Oui, pendant 7 ans, j'avais utilisé mon argent et mes efforts pour construire cette fausse famille. Alors maintenant, j'utiliserai cette chose même pour tout démolir. Je me suis levé, mes pas ne tremblaient plus. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains bougeaient avec décision sur le clavier. J'avais besoin de cette photo, pas des morceaux brisés de mon téléphone, mais du fichier original dans sa forme la plus nette, la plus nue. Le numéro inconnu provenait sûrement d'un téléphone prépayé destiné à être intraçable. Mais il ne savait pas que toutes les données envoyées sur mes appareils étaient automatiquement sauvegardées sur un cloud privé, une habitude professionnelle de mes jours d'architecte pour éviter la perte de données. C'était leur erreur fatale. Je l'ai trouvée immédiatement. La photo se trouvait dans un dossier généré automatiquement, horodaté d'il y a seulement 15 minutes. Je l'ai regardé à nouveau sur le grand écran. La répulsion me tordait l'estomac, mais je n'ai pas détourné le regard. Je me suis forcé à regarder, à graver dans ma mémoire son sourire suffisant à elle et son visage satisfait à lui. Cette douleur, cette humiliation, je ne l'oublierai pas. J'en ferai une arme. J'ai enregistré le fichier image sur une clé USB, puis j'ai pris mes clés de voiture et une veste légère. Il était presque 22 heures, mais je ne pouvais pas attendre. Je devais agir maintenant. J'avais besoin de quelque chose de tangible, quelque chose d'assez grand, d'assez lourd pour le jeter à la figure de l'hypocrisie de toute leur famille. Je connaissais une imprimerie numérique ouverte 24h24 et 7J7 près de l'université où j'avais obtenu mon diplôme. J'irai là-bas. En conduisant dans les rues familières de Boston la nuit, mon cœur était vide. Les lampadaires jaunes s'étiraient comme des larmes floues. Je me souvenais des nuits de week-end sur ces mêmes routes. Kevin me conduisait, me tenait la main et me racontait des histoires sans importance de l'université, puis se tournait soudainement vers moi et disait « Je me sens tellement en paix à tes côtés, Anna. » La paix. Le mot sonnait comme une blague amère maintenant. Sa paix était construite sur ma tromperie, cette relation malade et incestueuse. J'avais pensé autrefois qu'il était mon monde entier, mon port sûr contre chaque tempête. Il s'est avéré qu'il était la tempête la plus grande et la plus dévastatrice de ma vie. Une seule larme chaude s'est échappée et a roulé sur ma joue, mais je l'ai rapidement essuyée. Plus de pleurs. À partir de ce moment,
les larmes étaient un luxe inutile. L'imprimerie était encore brillamment éclairée. Un jeune étudiant, paraissant à peine sorti de l'adolescence, somnolait derrière le comptoir. En me voyant entrer, il s'est frotté les yeux et a bâillé. « Puis-je vous aider, madame ?» Je n'ai pas dit grand-chose. Je lui ai juste tendu la clé USB. « Imprimez-moi le seul fichier qui s'y trouve. Imprimez-le sur le plus grand format de toile que vous avez, sur le matériau de la meilleure qualité. » L'étudiant a acquiescé et a branché la clé sur son ordinateur. Quand l'image est apparue sur son moniteur, j'ai vu le choc sur son visage. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, et il m'a rapidement jeté un coup d'œil avec un mélange de curiosité et de pitié. « Madame, êtes-vous sûre de vouloir imprimer ceci ? La plus grande taille est de 4 pieds sur 6, a-t-il bégayé. « Je suis sûr, ai-je répondu. Ma voix était froide comme la glace, dépourvue d'émotion. Imprimez-le simplement. L'argent n'est pas un problème. » Mes paroles semblaient porter un poids invisible, et l'étudiant n'osa plus rien demander. Il travailla silencieusement à l'ordinateur, puis l'imprimante grand format commença à fonctionner, son ronflement sec et régulier comme le compte à rebours d'une bombe à retardement. Pendant que j'attendais, je me suis assise sur une chaise en plastique et j'ai regardé la rue. Le trafic s'était éclairci, ne laissant que les lampadaires et le silence de la nuit. Il m'appelait la vache à lait. C'est exact. J'avais gagné mon argent par mon propre travail, par mon intellect. Et maintenant, j'utiliserai ce même argent pour racheter ma dignité. Le prix de cette toile était peut-être élevé, mais comparé aux 7 années de ma jeunesse et à la confiance qu'ils avaient écrasée, ce n'était rien. Environ une demi-heure plus tard, l'étudiant m'a appelé. La toile était imprimée, enroulée avec soin dans un tube en carton rigide. Il me l'a tendue, n'osant pas me regarder dans les yeux, et a marmonné, « Voilà pour vous, madame. » Je l'ai payé et j'ai pris le rouleau. Il était plus lourd que ce à quoi je m'attendais, poids de la trahison, de la vérité nue, et de la vengeance que j'allais exécuter. Je l'ai placé soigneusement sur le siège passager où Kevin s'asseyait habituellement. Ce soir, mon compagnon de route pour rentrer à la maison n'était pas lui, mais l'acte d'accusation le plus accablant de ses péchés et de ceux de sa belle-mère. Je suis rentré chez moi, ne ressentant plus ni douleur ni panique, seulement une résolution d'acier bouillant dans mes veines. Il m'avait poussé à bout. Il ne devrait pas me blâmer d'être cruel. Je n'allais pas seulement accrocher cette photo. J'allais transformer la commémoration de sa mère, ce rassemblement familial sacré, en une scène où tout leur masque de fausse moralité serait mis en pièces. Je me demandais, quand cette toile serait déroulée, quand cette vérité dégoûtante serait mise à nu devant les aînés de la famille et tous les parents, comment mon mari et sa belle-mère y feraient-ils face ? Je suis arrivé à la maison alors que l'horloge avait sonné bien plus de minuit. La maison était toujours sombre et silencieuse. Kevin n'était pas encore rentré. Je n'étais pas surprise. Peut-être que sa réunion urgente se poursuivait encore. Ou peut-être était-il ailleurs, dans les bras de cette autre femme, la femme qu'il appelait mère. J'ai transporté discrètement le rouleau de toile dans mon bureau et je l'ai soigneusement caché dans un coin dérobé derrière une étagère. Je ne voulais pas que Kevin le voie avant que la pièce ne commence. Un cadeau surprise doit rester secret jusqu'au tout dernier moment. Puis je me suis assise à mon bureau, non pas pour pleurer ou me complaire dans l'apitoiement sur moi-même, mais pour commencer la deuxième phase de mon plan. Si cette toile était la bombe atomique, alors ce que j'allais faire consistait à poser des mines tout autour du champ de bataille, m'assurant que lorsqu'elles exploseraient, l'ennemi n'aurait aucune issue. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre compte bancaire joint. Pendant 7 ans, presque tous mes revenus provenant de mes projets architecturaux y avaient été déposés. J'avais fait totalement confiance à Kevin, lui donnant le plein contrôle sur nos finances. Je savais seulement que chaque mois il envoyait une partie pour soutenir ses parents, et le reste servait aux dépenses courantes et à l'épargne. Je n'ai jamais demandé de chiffres précis. Je pensais, pourquoi compter entre mari et femme ? C'était la plus grande erreur de ma vie. J'ai commencé à examiner l'historique des transactions des 3 dernières années. Les chiffres dansaient sur l'écran, froids et impersonnels. Pourtant, ils racontaient une histoire de ponction de fonds systématique et sophistiquée. Régulièrement, le 5 de chaque mois, un virement fixe de $1000 était effectué, étiqueté pour maman. C'était le montant que je connaissais et que j'avais accepté. Mais à côté de cela, il y avait d'innombrables autres virements aux motifs vagues, réparation de maison, shopping, affaires familiales. Ces montants variaient, tantôt quelques centaines,
tantôt plusieurs milliers de dollars par mois. Au total, l'argent que Kevin avait secrètement transféré à Evelyn au cours des 3 dernières années s'élevait à près de 150 000 dollars. 150 000 dollars. Le sang dans mes veines commença à bouillir. À quoi avait-elle utilisé mon argent durement gagné? Pour acheter les robes de soie coûteuses et les sacs à main de marque qu'elle exhibait si souvent? Pour financer ses voyages autour du monde, après lesquels elle racontait ses aventures comme si elles avaient été payées par son fils dévoué? J'ai pris une grande inspiration pour calmer ma colère. La rage ne résoudrait rien maintenant. J'avais besoin de preuves, beaucoup de preuves. J'ai soigneusement pris des captures d'écran de chacune de ces transactions, les enregistrant dans un dossier séparé protégé par un mot de passe. Mais je n'avais pas fini. Quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. Il y a environ 1 an, Evelyn avait laissé entendre qu'elle voulait investir dans un terrain à l'extérieur de la ville avec une amie. À l'époque, Kevin en avait discuté avec moi, disant que sa mère manquait un peu de fonds et nous demandant si nous pouvions l'aider. Sans hésiter, j'ai accepté, retirant 50 000 dollars de mon compte d'épargne pour les lui donner. Il a dit qu'il rédigerait un accord de prêt formel, mais ensuite il n'a cessé de repousser l'échéance, et j'ai fini par oublier. En y repensant maintenant, un sentiment d'inquiétude m'a envahi. J'ai ouvert un nouvel onglet et je suis allé sur le site des registres publics du comté. Je me souvenais vaguement de l'adresse de la propriété qu'Evelyn avait mentionnée. Mes mains tremblaient alors que je tapais les caractères. Et puis les informations qui sont apparues m'ont laissé stupéfaite une fois de plus. La propriété existait, mais le propriétaire enregistré dans le système n'était pas Evelyn. C'était Kevin Michael Thompson, mon mari. Il avait utilisé mon argent, mentant en disant que c'était un prêt pour sa mère, pour acheter secrètement un terrain et le mettre à son propre nom. Ce n'était plus seulement siphonner de l'argent. C'était une fraudeuse conspiration méticuleusement planifiée entre la mère et le fils. J'ai laissé échapper un rire amer qui venait du plus profond de mon âme. La vache à lait. Oui, je n'étais pas seulement leur servante non rémunérée. J'étais leur mine d'or personnelle, prête à être exploitée à volonté. J'ai continué à prendre des captures d'écran de la page des registres fonciers. Chaque ligne, chaque chiffre était limpide. La douleur à l'intérieur de moi s'était maintenant complètement transformée en une fureur froide et dure. Tu m'as traité comme une imbécile, ai-je murmuré à la pièce vide. Eh bien, je vais te montrer à quel point une imbécile peut être terrifiante quand elle finit par se réveiller. Juste au moment où j'enregistrais la dernière preuve, j'ai entendu le bruit de la voiture de Kevin qui s'engageait dans l'allée. J'ai rapidement éteint l'ordinateur, effacé l'historique du navigateur et je me suis précipité au lit, faisant semblant d'être profondément endormi. Il entra dans la pièce sur la pointe des pieds, empestant le parfum d'une fameuse odeur qui était étrangère mais douloureusement familière. C'était le parfum qu'Evelyn portait toujours. Il pensait que je dormais, que je ne savais rien. Il changea discrètement ses vêtements et se glissa dans le lit à côté de moi. Il a même tendu la main, s'apprêtant à passer son bras autour de moi, comme il le faisait toujours. Au moment où sa main m'a touché, une vague de dégoût m'est montée à la gorge. J'ai bougé légèrement, faisant semblant de remuer dans mon sommeil, et je lui ai tourné le dos. Il n'a pas réessayé, a juste soupiré et est resté immobile. Je suis resté là, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant la respiration régulière de l'homme à côté de moi. Savait-il qu'à quelques pieds de là, dans le bureau, reposaient 2 actes d'accusation accablant de ses péchés? L'un, une photographie humiliante. L'autre, la preuve irréfutable de sa fraude. J'avais aimé cet homme un jour. Aimé avec tout mon cœur innocent et pur. Mais ce soir, cet amour était mort. Il était mort d'une mort violente et douloureuse. À sa place, une autre version de moi était en train de renaître, quelqu'un de fort, de décidé et d'absolument sans merci. Demain, je ne rencontrerai pas seulement un avocat. Je trouverai quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait m'aider à creuser plus profondément dans le passé d'Evelyn. J'avais le sentiment que leur crime ne s'arrêtait pas là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'alarme. Le cauchemar était terminé, laissant derrière lui une lucidité froide. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai regardé la femme dans le miroir. Ses yeux étaient cernés par une nuit sans sommeil, mais son regard n'était plus fatigué ni douloureux. Il était vif et déterminé. J'ai appliqué mon maquillage plus soigneusement que d'habitude, choisissant un tailleur pantalon noir puissant. Aujourd'hui, je n'étais plus Anna, la douce ménagère. J'étais une guerrière se préparant à la bataille. Quand je suis descendu, Kevin et Evelyn étaient déjà à la table du petit déjeuner.
Une scène familière, et pourtant aujourd'hui elle me retournait l'estomac. Ils jouaient toujours parfaitement leur rôle, la belle-mère attentionnée, le fils dévoué. Evelyne a placé un morceau de bacon dans l'assiette de Kevin, sa voix mielleuse. Mange, mon cher. Tu as l'air si maigre ces derniers temps. Kevin a souri et s'est tourné vers moi. Tu es réveillé. Viens prendre ton petit déjeuner, chérie. J'ai tiré une chaise et je me suis assise, sans rien dire, mangeant tranquillement ma nourriture. L'atmosphère à table devint soudainement étrangement tendue. Peut-être que mon silence les avait mis mal à l'aise. Anna a l'air différente aujourd'hui, n'est-ce pas, a lancé Evelyne, son ton inquisiteur. Si sévère, comme un homme. Une femme devrait être un peu plus douce pour que son mari la chérisse. J'ai posé ma fourchette et les regardé droit dans les yeux, un léger sourire narquois sur les lèvres. Tu as tout à fait raison, Evelyne. Mais de nos jours, si une femme n'est pas un peu dure, je crains qu'elle ne perde non seulement l'affection de son mari, mais qu'elle se fasse aussi marcher dessus avant même de s'en rendre compte. L'expression d'Evelyne changea légèrement. Kevin intervint rapidement, essayant de dissiper la tension. Allons, Anna. Elle plaisante. Mange pour que je puisse t'emmener au travail. Pas besoin. Je me suis levé et j'ai pris mon sac à main. J'ai un rendez-vous aujourd'hui. Je pars maintenant. J'ai déjà préparé le petit déjeuner dans la cuisine. Servez-vous tous les deux. Je me suis détourné et je suis parti sans un seul regard en arrière. Je pouvais sentir deux paires d'yeux fixés sur mon dos, ceux d'Evelyne pleins de suspicion et ceux de Kevin pleins de confusion. Laissez-les s'interroger. Une pièce de théâtre est toujours plus excitante quand elle est imprévisible. La première personne que je devais voir n'était pas n'importe quel avocat, mais Maya, ma meilleure et seule amie d'université. Maya était une brillante avocate en droit civil, mais plus important encore, elle était vive, discrète et la seule personne en qui je pouvais avoir une confiance totale en ce moment. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café niché dans une ruelle calme. Dès qu'elle m'a vu, Maya a froncé les sourcils. Tu as une mine affreuse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Encore des ennuis avec cette méchante belle-mère? Je n'ai rien dit. J'ai juste posé calmement la clé USB et une pile de relevés bancaires imprimés sur la table. Maya les a pris. À mesure qu'elle lisait, son expression devenait de plus en plus sérieuse. Ses sourcils délicats se sont froncés, ses yeux passant de la surprise au choc, puis à une fureur pure. Quand elle a vu la photo de Kevin et Evelyne, elle n'a pu empêcher un juron de s'échapper de ses lèvres. Mon Dieu, ces animaux. Maya a frappé légèrement la table de sa main, sa voix remplie de colère. Anna, tu vis avec ces gens depuis 7 ans. Je n'arrive pas à y croire. J'ai juste hoché la tête en silence. Cette douleur était plus que ce qu'une personne pouvait supporter. Je ne voulais pas que mon amie sombre elle aussi dans cette négativité. Maya prit une grande inspiration pour se ressaisir. Avec l'acuité d'une avocate, elle comprit immédiatement. D'accord, Anna. Ce n'est pas le moment de s'apitoyer. De quoi as-tu besoin que je fasse? Je veux tout dénoncer, ai-je dit, ma voix ferme. Je veux qu'ils paient pour ce qu'ils m'ont fait. Je veux le divorce, et je veux reprendre tout ce qui m'appartient. Le divorce et la récupération des avoirs ne seront pas difficiles, a déclaré Maya avec confiance. Avec ces preuves, nous les tenons à la gorge. La fraude et le détournement de fonds commis par Kevin et sa mère sont limpides. Mais Maya hésita, me regardant avec inquiétude. Mais quoi? Mais leur relation malade. C'est la partie compliquée. Cela tombe dans une zone grise morale. Très difficile à porter devant la justice légale sans plus de preuves directes ou un aveu. En plus, es-tu sûr de vouloir rendre cela public? Ce serait un scandale massif affectant non seulement la réputation de leur famille mais la tienne aussi. Les paroles de Maya m'ont fait réfléchir un instant. Elle avait raison. Pourrais-je le supporter? Qu'en serait-il de mes parents, de mes proches? Mais ensuite, l'image du sourire provocateur d'Evelyne a flashé dans mon esprit. Non, je ne pouvais pas les laisser continuer à vivre derrière ce masque de fausse moralité. Leur crime devait être puni d'une manière ou d'une autre. Je comprends tes inquiétudes, Maya, ai-je dit. Mais je ne peux pas m'arrêter. Donc en plus de préparer le dossier juridique, j'ai besoin que tu fasses autre chose pour moi. Quelque chose d'un peu en dehors de ton domaine habituel. Dis-moi. Je veux tout savoir sur le passé d'Evelyne. Maya fronça les sourcils.
Son passé? Que veux-tu dire? Je veux savoir qui elle était avant de devenir la belle-mère de Kevin. Ce qu'elle a fait, avec qui elle était impliquée. Une femme capable de faire quelque chose d'aussi monstrueux. Je ne crois pas que son passé soit propre. J'ai le sentiment que leur crime ne s'arrête pas là. Maya resta silencieuse un instant, réfléchissant. Un regard d'admiration passa sur son visage. Anna, tu as vraiment changé. Tu n'es plus la même fille douce et facile à manipuler. Elle sourit, un sourire plein de confiance. D'accord, laisse-moi faire. J'ai des contacts qui peuvent déterrer des informations utiles. En attendant, tu dois rester calme et continuer à jouer le jeu. Ne les laisse rien soupçonner. J'ai hoché la tête, un poids s'enlevant de mes épaules. Au moins, je ne menais plus cette bataille seule. J'avais Maya à mes côtés, une alliée brillante et à l'esprit vif. En quittant le café, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit directement au domaine familial dans les Berkshires. La commémoration était demain, et je devais être là non seulement pour remplir mon rôle de belle-fille magnifique, mais pour chercher autre chose. J'avais l'intuition que les réponses au passé d'Evelyn pourraient être cachées dans ce vieil endroit solennel. Le domaine de la famille Thompson trônait tranquillement au bout d'une petite allée, isolé du bruit de la route principale. Il avait une beauté intemporelle et sombre, avec un toit d'ardoise couvert de mousse et des murs de pierre qui s'étaient assombris avec le temps. Ce n'était pas ma première fois ici. Depuis 7 ans, à l'anniversaire de la mort de la mère de Kevin, je venais ici un jour à l'avance, toute seule, pour nettoyer et préparer. Kevin disait toujours qu'il était occupé. Evelyn prétendait qu'elle n'était pas habituée au travail manuel. Moi seule, la belle-fille sans lien de sang, était celle qui soignait méticuleusement le cœur ancestral de la famille de mon mari. Mais aujourd'hui, je ne revenais pas seulement avec la révérence d'une belle-fille, mais avec un autre but. Je cherchais quelque chose, une pièce manquante du passé d'Evelyn. Le gardien du domaine était Monsieur Henderson, un parent éloigné, âgé de plus de 80 ans mais toujours vif d'esprit. Il vivait seul dans un petit cottage à côté de la maison principale. Depuis que je m'étais marié dans la famille, il était l'une des rares personnes à me traiter avec une véritable chaleur. Il m'appelait souvent une fille bonne et travailleuse. En me voyant arriver, il fut ravi, s'appuyant sur sa canne alors qu'il venait m'accueillir à la grille. « Anna, c'est toi ? Encore toute seule à préparer les choses pour la dame. Où est ce garçon de Kevin et sa nouvelle mère, pour te laisser faire tout ce travail ?» J'ai souri et je lui ai pris le bras. Kevin a une réunion, et Evelyn ne se sent pas très bien, alors j'ai pris les devants. « Comment allez-vous, Monsieur Henderson ?» Il soupira et secoua la tête. « On vieillit, ma chère. On ne peut pas se plaindre, on prend les jours l'un après l'autre. Viens, repose tes pieds, prends une tasse de thé. » Je suis resté assise à discuter avec lui pendant un long moment, l'interrogeant sur sa santé et bavardant de futilités familiales. Je ne me suis pas précipité pour poser des questions sur Evelyn. Je savais qu'avec les personnes âgées comme lui, il fallait de la patience et une manière naturelle d'amener les choses. J'ai feint un soupir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à dormir ces derniers temps, à force de m'inquiéter. Je suis préoccupé par la santé d'Arthur. Il était si dévasté après le décès de la mère de Kevin. C'est une bonne chose qu'Evelyn soit arrivée pour s'occuper de lui. Sinon. J'ai laissé ma phrase en suspens. Monsieur Henderson prit une gorgée de son thé, ses yeux fixant la cour moussue. Eh bien, c'est le destin, je suppose. L'arrivée d'Evelyn dans cette famille a été une chose étrange. Tout le monde a été surpris à l'époque. Surpris? Pourquoi? J'ai feint la curiosité. J'ai entendu dire qu'elle était une vieille amie de la famille. Il laissa échapper un petit rire méprisant. Une amie? Non. Elle a été introduite par une connaissance. Le plus étrange, c'est qu'avant de rencontrer ton beau-père, elle avait déjà été mariée. Mais d'une manière ou d'une autre, toutes les informations sur son ex-mari et sa famille ont été gardées secrètes comme une tombe. Personne n'a jamais vu une photo de son premier mariage. Nous avons seulement entendu des rumeurs disant qu'elle était originaire du Grand Nord, près de la frontière canadienne. Mariée à un gars qu'elle a suivi vers le sud pour commencer une vie. Puis quelque chose est arrivé. Ils ont divorcé, et elle a fini par revenir ici toute seule. Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. Un précédent mari venant de près de la frontière. Pourquoi n'en avais-je jamais rien su en 7 ans?
Kevin et toute sa famille m'avaient délibérément caché cela. Voyant mon expression stupéfaite, Monsieur Henderson continua, sa voix baissant d'un ton. C'était il y a longtemps. Personne dans la famille n'aime en parler. Mais je vais te dire ceci, depuis qu'elle est arrivée, le caractère de cette famille Thompson. C'est juste différent. Ton beau-père est devenu de plus en plus silencieux, comme un fantôme dans sa propre maison. Et Kevin qui était toujours un garçon bon et respectueux. Mais depuis qu'elle est devenue sa belle-mère, il fait simplement tout ce qu'elle dit, sans volonté propre. Parfois, je regarde la situation et j'ai tellement de peine pour sa pauvre mère. C'était une sainte femme, elle a passé toute sa vie à s'occuper de son mari et de son fils. Et pourtant, il ne finit pas, se contentant de soupirer. Mais je comprenais. Je comprenais son vague sentiment de malaise. Evelyn n'était pas seulement une belle-mère. Elle avait un passé mystérieux, et elle avait d'une manière ou d'une autre manipulé à la fois mon mari et mon beau-père. Je suis resté assise encore un moment, puis je me suis excusé pour aller nettoyer la maison principale. Mon esprit était en plein tumulte. Les informations partagées par Monsieur Henderson, bien que fragmentées, ouvraient une nouvelle piste de recherche. Une femme avec un passé caché. Un ex-mari effacé de l'histoire. Que s'était-il passé? En époussetant le manteau de la cheminée commémorative, ma main a effleuré une vieille boîte en bois cachée au fond d'un meuble. Elle était fermée par une serrure en laiton terni. Curieuse, je l'ai secouée doucement. La serrure n'était pas très solide. J'ai utilisé une épingle à cheveux de mon chignon, et après un moment de tâtonnement, elle s'est ouverte avec un clic. À l'intérieur ne se trouvaient pas des objets commémoratifs, mais quelques souvenirs de la défunte mère de Kevin, un journal jauni, quelques photographies en noir et blanc, et un paquet de lettres soigneusement nouées avec un ruban violet délavé. Mon cœur battait la chamade. C'était la propriété privée de la défunte. Je ne devrais pas y toucher, mais un instinct me disait que les réponses que je cherchais pourraient se trouver dans ces pages fragiles. D'une main tremblante, j'ai ouvert le journal. Son écriture était douce et délicate. J'ai feuilleté jusqu'aux dernières entrées écrites dans la période précédant sa mort. Et puis une ligne de texte a glacé tout mon corps. Elle est revenue aujourd'hui. Elle a apporté des médicaments. Elle a dit que c'était un remède traditionnel familial. Mais je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je prends son médicament, je me sens si fatigué. Ma tête est embrumée. Elle qui était la femme mystérieuse qui apportait des médicaments à la mère de Kevin dans ces derniers jours? L'écriture tremblante sur la vieille page du journal était comme une aiguille froide perçant mon esprit. Elle est revenue aujourd'hui. Tout mon corps tremblait, non de peur, mais d'une rage qui commençait à déborder. La mère biologique de Kevin, une femme qui, d'après tous les témoignages de Monsieur Henderson et d'autres aînés de la famille, était gentille et vertueuse, avait dû passer ces derniers jours dans une telle fatigue et un tel doute. J'ai feuilleté précipitamment les pages suivantes. Son écriture devenait de plus en plus instable, difficile à lire, et par endroits, elle était tachée comme par des larmes. Ah, écrivait-elle, se référant à mon beau-père Arthur, a été si étrange ces derniers temps. Il est renfermé et silencieux. Quand je pose des questions sur le médicament, il balaie simplement le sujet et me dit de ne pas m'inquiéter. Mais je peux voir la peur dans ses yeux. La peur de qui? La peur de quoi? Et puis, à la toute dernière page, il n'y avait qu'un seul mot griffonné à la hâte, comme si l'auteur avait utilisé sa dernière once de force, Evelyn. Attention. Evelyn. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Tout mon corps se figea. Et la femme mystérieuse au remède traditionnel était Evelyn. Ainsi, son lien avec cette famille n'avait pas commencé après la mort de la mère de Kevin. Elle était là avant, jouant le rôle d'une amie attentionnée avec une cure. Et la mort de la mère de Kevin était-elle vraiment due à une maladie soudaine? Une théorie horrifiante commença à se former dans mon esprit, une théorie qui me donnait des frissons dans le dos rien qu'à y penser. La mère de Kevin n'était pas morte de cause naturelle. Elle avait été lentement empoisonnée. Et la personne qui l'avait fait n'était nulle autre que la femme qui occupait maintenant sa place, dormait dans son lit et avait une liaison avec son propre fils. Je me suis effondré sur le sol froid, serrant le journal, mon corps tremblant de manière incontrôlable. Il ne s'agissait plus seulement de fraude financière ou d'une relation malade. Il s'agissait d'un meurtre-crime qui avait été parfaitement dissimulé pendant 10 ans. Maintenant je comprenais. Je comprenais pourquoi mon beau-père était devenu si renfermé et silencieux. Il savait. Il savait tout,
mais il avait choisi le silence. Peut-être par peur ou pour une autre raison que je ne pouvais pas encore saisir, j'ai compris pourquoi le passé d'Evelyne était si soigneusement caché. Il ne s'agissait pas seulement d'un divorce, il contenait probablement des secrets encore plus sombres. Les mains tremblantes, j'ai replacé le journal et les lettres dans la boîte en bois. Je ne pouvais laisser personne savoir ce que j'avais découvert, pas encore. Pas avant d'avoir des preuves plus concrètes. Les choses avaient maintenant dégénéré bien au-delà de ma capacité à les gérer seul. J'avais besoin de Maya, et je devais procéder avec plus de prudence que jamais. Ce jour-là, j'ai fini de nettoyer le domaine avec l'esprit lourd, mes gestes étaient mécaniques et mes pensées consumées par une seule question, pourquoi ? Pourquoi une femme pouvait-elle être si maléfique ? Ce soir-là, je ne suis pas resté au domaine comme je le faisais d'habitude. J'ai dit à Monsieur Henderson que j'avais une affaire urgente en ville. J'ai conduit toute la nuit, non pas vers la maison que je partageais avec Kevin, mais directement vers l'appartement de Maya. Dès qu'elle a vu mon état de détresse, Maya a su que quelque chose n'allait pas du tout. Elle m'a fait entrer et a verrouillé la porte. « Anna, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Je n'ai pas parlé, je lui ai juste tendu le journal. À mesure que Maya lisait, son visage est passé lentement de la stupéfaction à l'horreur, puis à une gravité que je ne lui avais jamais vue auparavant. Après avoir fini, elle a levé les yeux vers moi, la voix ferme. « Anna, ce n'est plus une affaire de famille. C'est la preuve d'un homicide potentiel. Nous devons aller à la police tout de suite. » « Non, ai-je dit rapidement. Maya, nous n'avons pas encore de preuves définitives. Ce journal n'est que le soupçon de quelqu'un qui est décédé. Si nous faisons un geste maintenant, elle niera tout et pourrait détruire toute preuve restante. Cela fait 10 ans. Trouver des preuves ne sera pas facile. » Maya faisait les 100 pas dans son appartement, l'expression profondément troublée. Elle savait que j'avais raison. « Alors, quel est ton plan ? » J'ai besoin de savoir quel genre de médicaments Evelyne donnait à la mère de Kevin, ai-je dit, ma voix redevenue calme. Je vais trouver un moyen d'obtenir un échantillon des suppléments qu'elle donne à mon beau-père maintenant. Ils pourraient être liés. J'ai aussi besoin que tu fasses autre chose, trouve les dossiers médicaux de la mère de Kevin d'il y a 10 ans. Et surtout, renseigne-toi sur le mystérieux ex-mari d'Evelyne. J'ai le sentiment qu'il est la clé de tout cela. Maya m'a regardé, les yeux remplis d'un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Anna, te rends-tu compte à quel point c'est dangereux ? Si elle découvre que tu enquêtes sur elle, elle ne te laissera pas tranquille. »« Je sais, ai-je répondu, le regard inébranlable. Mais je ne peux pas m'arrêter, Maya. Je ne fais plus ça seulement pour moi. Je le fais pour la mère de Kevin, une femme morte injustement, et pour mon beau-père, un homme qui vit dans la peur. Je dois faire éclater la vérité pour eux. » Cette nuit-là, je suis resté chez Maya. Pour la première fois depuis des jours, j'ai fait un rêve, mais ce n'était pas un cauchemar. J'ai rêvé de la mère de Kevin. Elle portait une simple robe blanche, se tenait sous un magnolia, me regardait et souriait un sourire doux et paisible. Le rêve m'a semblé être un encouragement, me donnant de la force. Le lendemain matin, je suis rentré à la maison pour préparer la commémoration. Je savais qu'aujourd'hui ne consisterait pas seulement à se souvenir de la défunte, ce serait le jour où je commencerais officiellement ma guerre. Une guerre impitoyable pour déterrer une vérité enterrée depuis une décennie. Je me demandais, en l'anniversaire de la mort de sa première femme, face à une belle-fille qui détenait un terrible secret, Evelyne révélerait-elle des fissures dans sa façade ? La commémoration s'est déroulée dans une atmosphère solennelle, lourde et étouffante. Tôt le matin, les parents s'étaient réunis au domaine familial. La fumée de l'encens se mêlait au parfum des lys blancs, créant un air à la fois sacré et triste. En tant que belle-fille aînée, j'ai tout géré parfaitement, comme je l'avais fait au cours des 7 dernières années. Je portais une robe bleu foncé, mes cheveux étaient attachés proprement, je me déplaçais silencieusement pour disposer la nourriture et servir le thé aux invités. Personne n'aurait pu deviner la tempête qui faisait rage en moi. Evelyne s'était également habillée pour l'occasion d'une robe noire avec un rang de perles. Elle circulait dans la foule en serrant des mains, la bouche pleine de paroles vides de souvenirs pour la défunte épouse de son mari. Si elle était encore parmi nous, elle serait si heureuse de voir la famille ainsi réunie. Je suis entré dans cette famille pour prendre sa place, pour prendre soin de son mari, de son fils, de cette maison. Elle jouait le rôle de la belle-mère vertueuse et magnanime sans faille. En la regardant, j'avais la nausée. Kevin se tenait à mes côtés, l'expression sombre lui aussi,
mais je savais que sa solennité n'était pas pour sa mère. C'était l'anxiété que sa relation pécheresse soit sur le point d'être exposée. Il ne cessait de me jeter des coups d'œil, ses yeux me scrutant. Mon calme depuis cette nuit-là avait dû le troubler. Je l'ignorais, me concentrant uniquement sur l'observation, observant chaque geste, chaque regard d'Evelyne et de mon beau-père. Evelyne, malgré ses tentatives pour paraître naturelle, ne pouvait cacher la tension dans son sourire. De temps en temps, ses yeux dérivaient vers la cheminée où se trouvait le portrait de la mère de Kevin, pour s'en détourner rapidement, comme si elle avait peur de croiser le regard de la défunte. Et mon beau-père, Arthur, restait aussi silencieux que jamais. Il était assis dans un coin, tripotant une tasse de thé froide, ses yeux enfoncés fixant le vide. Il n'a pas dit un mot pendant toute la cérémonie. Son silence était plus terrifiant que n'importe quelle parole, c'était une accusation silencieuse d'un crime dont il avait été témoin mais dont il ne pouvait parler. Au milieu du rassemblement, alors que tout le monde mangeait, j'ai pris un prétexte pour aller à la cuisine préparer le dessert. Je savais que c'était ma seule chance. Je me suis dirigé vers l'aile principale de la maison où se trouvait la chambre d'Arthur et d'Evelyne. La porte n'était pas verrouillée. Mon cœur battait contre mes côtes alors que je me glissais à l'intérieur. L'air sentait légèrement la pommade au menthol et les plantes médicinales. Je suis allé directement à la table de nuit d'Arthur. Je me souvenais l'avoir vu y poser son flacon de supplément une fois. Par chance, il était toujours là, une petite boîte en bois contenant des pilules brun foncé. Les mains tremblantes, j'en ai pris 2, je les ai soigneusement enveloppées dans un mouchoir en papier et je les ai enfoncées profondément dans ma poche. Juste au moment où j'allais partir, mes yeux sont tombés sur une petite photographie posée face contre terre sur la table. Curieuse, je l'ai retournée. Mon cœur a raté un battement. C'était une photo d'Evelyne, mais une Evelyne beaucoup plus jeune. Elle se tenait à côté d'un homme étrange, grand et musclé, avec une longue cicatrice en travers du sourcil. Mais ce qui m'a horrifié, ce n'était pas l'homme, c'était l'arrière-plan. Il se tenait devant les portes d'une prison. J'ai rapidement retourné la photo. Une ligne d'écriture décolorée se trouvait au dos, le jour où tu es sorti. Une célébration pour toi, une célébration pour nous. J'ai rapidement sorti mon téléphone, pris des photos des deux côtés de la photo, et je l'ai remise là où je l'avais trouvée. Une sueur froide a envahi tout mon corps. Evelyne et un criminel condamné, qu'est-ce que c'était que ça? Cet homme était-il son mystérieux ex-mari? Je suis sorti de la pièce sur la pointe des pieds, le cœur battant toujours la chamade. La preuve que je venais de trouver était plus effrayante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement un passé caché, c'était un passé criminel. Quand je suis retourné à la salle à manger, personne n'avait remarqué mon absence. Tout le monde continuait de discuter et de rire. Seul Monsieur Henderson, alors que je passais près de lui, m'a doucement tiré le bras et a chuchoté, « Fais attention, ma fille. Le vieux renard semble agité aujourd'hui. » J'ai fait un signe de tête pour le remercier, le cœur lourd. Je savais que je marchais sur de la glace mince. Un seul faux pas et je pouvais tomber dans l'abîme. Cet après-midi-là, immédiatement après la commémoration, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé directement à la clinique privée d'un ami médecin. Je lui ai donné les 2 pilules et lui ai demandé de les envoyer pour une analyse en laboratoire. Puis je suis allé au bureau de Maya. Je lui ai montré la photo que j'avais prise. Maya l'a étudiée, le visage sombre. Une prison, une cicatrice. Cet homme n'est pas une personne ordinaire. Anna, je vais demander à quelqu'un de vérifier son identité, mais tu dois être extrêmement prudente. S'impliquer avec ce genre de personne n'est pas une plaisanterie. Je sais, ai-je répondu, la voix résolue. Mais je n'ai pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout, Maya. Je dois aller jusqu'au bout. En quittant le bureau de Maya, j'avais l'impression de marcher dans un brouillard épais. Plus j'avançais, plus le brouillard s'épaississait et plus le chemin à parcourir semblait dangereux. Mais je savais qu'au bout de ce chemin se trouvait la lumière de la vérité, et je devais la trouver quel qu'en soit le prix. Quand je suis rentré à la maison, il faisait déjà nuit. Kevin m'attendait dans le salon, le visage sombre. « Où étais-tu ? Je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. » J'avais quelques courses à faire, ai-je répondu, ne voulant pas m'expliquer. Il s'est levé et a marché vers moi, sa voix devenant soudainement artificiellement douce. « Anna, je sais que tu as été bouleversée ces derniers temps, mais tout ira bien. Ne réfléchis pas trop. J'ai réservé un voyage pour nous au Quai ce week-end, juste nous deux.
Vois ça comme une chance de nous reconnecter. Qu'en penses-tu? Si cela avait été avant, j'aurais été folle de joie. Mais maintenant, sa proposition ne m'inspirait que du dégoût. Il voulait m'emmener loin, probablement pour m'isoler de mon enquête, pour m'apaiser, pour continuer sa comédie. Mais autre chose me rendait encore plus mal à l'aise. Ce voyage était-il juste des vacances? Ou y avait-il un autre motif, plus sinistre, derrière cela? La suggestion de Kevin d'un voyage dans les Keys de Floride était si soudaine, si parfaitement synchronisée qu'elle était flagrante de suspicion. Se reconnecter. Un homme dont la femme venait de découvrir sa relation incestueuse avec sa belle-mère au lieu d'être terrifié et rongé par la culpabilité proposait calmement une escapade romantique. Où était la logique? Je l'ai regardé droit dans les yeux, cherchant le moindre soupçon de sincérité, mais je n'ai trouvé qu'un artifice mal dissimulé. Ses yeux évitaient les miens, et le sourire sur ses lèvres était péniblement forcé. Je savais qu'il y avait un piège derrière cette douce invitation, mais au lieu de refuser, j'ai souri un sourire que j'avais pratiqué de nombreuses fois devant le miroir. Vraiment? Cela fait si longtemps que nous ne sommes pas allés quelque part. Juste nous deux. Je suis tellement excité. J'ai feint la surprise et le bonheur, en passant mes bras autour de son cou et en posant ma tête sur son épaule comme une épouse éprise. J'ai senti son corps se tendre pendant une seconde, peut-être surpris par mon changement d'attitude, mais il a rapidement repris son rôle de mari aimant, me serrant en retour, sa voix dégoulinant d'affection. Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. Prépare juste tes bagages. Je m'occupe de tout le reste. Cette nuit-là, j'étais allongé à côté de Kevin, faisant semblant de dormir, mais mon esprit bouillonnait. Pourquoi voulait-il m'emmener aux Keys maintenant? Pour m'éloigner de Maya et de l'enquête? Ou y avait-il un but plus sombre? Je me suis soudain rappelé des histoires d'horreur que j'avais lues sur des maris emmenant leurs femmes en vacances pour simuler des accidents mortels afin de toucher l'argent de l'assurance. Un frisson m'a parcouru l'échine. Non, je ne pouvais pas penser si négativement. Il était, après tout, l'homme avec qui j'avais autrefois rêvé d'avoir des enfants. Mais ensuite, l'image dégoûtante de lui et d'Evelyne a flashé dans mon esprit. Pour des gens qui avaient perdu tout sens de l'humanité, que n'oseraient-ils pas faire? J'ai pris ma décision. J'irai. J'irai voir à quel genre de jeu il jouait. Mais je n'irai pas seul. Le lendemain matin, pendant que Kevin était au travail, j'ai appelé Maya et je lui ai tout dit, y compris mes soupçons. À l'autre bout du fil, Maya est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit d'une voix grave, « Anna, je suis d'accord. Ce n'est pas juste un voyage. Tu ne peux pas y aller seule. C'est trop dangereux. Je sais, mais si je refuse, ils vont se méfier et changer leur plan. Cela pourrait être notre chance de les prendre en flagrant délit. » D'accord, alors. Voici ce que nous allons faire, a dit Maya après un moment de réflexion. Tu acceptes d'y aller. Je vais secrètement réserver une chambre dans le même complexe hôtelier. Je m'y envolerai un jour avant toi, en me faisant passer pour une touriste. Je garderai un œil sur chacun de ses mouvements. Tu dois être extrêmement prudente. Prends l'appareil d'enregistrement et le traceur GPS que je vais te donner. Si quoi que ce soit semble anormal, contacte-moi immédiatement. Le plan de Maya m'a fait me sentir un peu plus en sécurité. Avec elle à proximité, au moins je n'étais pas seul. 3 jours plus tard, nous sommes partis. Kevin a joué le rôle du mari incroyablement attentionné. Il a porté tous les bagages, m'a trouvé un siège côté hublot, et me demandait constamment si j'étais fatigué ou si j'avais faim. Il a interprété son rôle sans faille. Nous nous sommes installés dans un luxueux complexe sur la côte avec des plages de sable blanc et des rangées de palmiers. Le paysage était magnifique et romantique, mais mon cœur était un nœud de tension. Je gardais une distance prudente avec Kevin, utilisant l'excuse de la fatigue du vol pour éviter toute intimité. Maya m'avait déjà envoyé un SMS pour me dire qu'elle était installée dans un bungalow voisin et qu'elle pouvait voir notre chambre de loin. La première soirée s'est passée assez paisiblement. Nous avons dîné au restaurant du complexe. Kevin ne cessait de mettre de la nourriture dans mon assiette et de raconter des histoires joyeuses, essayant de créer une atmosphère romantique, mais je pouvais voir l'agitation dans ses yeux. Il consultait discrètement son téléphone, le rangeant rapidement quand il me voyait regarder. Attendait-il quelque chose ou contactait-il quelqu'un? Cette nuit-là, j'ai prétexté l'épuisement et je suis allé me coucher tôt. J'étais allongé sur le lit, un minuscule appareil d'enregistrement caché sous mon oreiller déjà allumé.
Kevin a pris une douche très longue. Quand il est sorti, je l'ai entendu ouvrir doucement la porte du balcon et chuchoter dans son téléphone. Sa voix était si basse que je n'ai pu saisir que quelques mots, maman. Demain. Selon le plan. Pas d'erreur. Mon cœur martelait. Donc, il y avait un plan prévu pour demain impliquant Evelyne. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Kevin a annoncé avec enthousiasme, « Anna, je t'emmène dans un endroit très spécial aujourd'hui. Je te garantis que tu vas adorer. » Il ne voulait pas dire où, il m'a juste dit de porter quelque chose de joli. J'ai choisi une robe longue blanche qui avait l'air vaporeuse et féminine mais qui était en fait facile à porter pour bouger. J'ai secrètement envoyé un SMS à Maya pour la prévenir. Kevin a conduit une décapotable de location le long de la superbe route côtière. Puis il a tourné sur une route plus petite, s'enfonçant profondément dans une réserve naturelle. Les environs devenaient de plus en plus déserts, et un sentiment d'effroi a commencé à monter en moi. Pourquoi m'emmenait-il dans un endroit aussi reculé? Finalement, la voiture s'est arrêtée devant une petite plage immaculée d'une beauté à couper le souffle. Le sable était fin et blanc, l'eau si claire que l'on pouvait voir le fond. Au loin se trouvaient des formations rocheuses aux formes étranges. « N'est-ce pas magnifique ?» a demandé Kevin, en passant son bras autour de ma taille. J'ai cherché longtemps pour trouver cet endroit. C'est juste pour nous. Il avait raison. Il n'y avait pas une âme en vue, seulement le bruit des vagues et le vent chuchotant à travers les arbres. J'ai forcé un sourire, mais à l'intérieur je hurlais. Où était Maya? Avait-elle pu nous suivre? Kevin m'a emmené faire une promenade le long du rivage. Il me montrait des coquillages scintillants et des crabes de sable filant sur le sable. Il jouait le rôle de l'amant romantique à la perfection. Mais je savais que ce n'était que le prélude d'un drame terrifiant. Quand nous avons atteint un grand affleurement rocheux qui s'avançait dans la mer, Kevin s'est arrêté. Il s'est tourné pour me regarder et son expression a soudainement changé. Le sourire sur son visage a disparu. « Anna, il y a quelque chose que je dois te dire, » a-t-il dit, la voix basse. Je savais que c'était le moment. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix étonnamment calme. « Je t'écoute. » Il est resté silencieux un moment. Puis il a soudainement posé un genou à terre devant moi. De sa poche, il a sorti une petite boîte en velours rouge. Il l'a ouverte pour révéler une bague en diamant étincelante. J'étais figé. Qu'est-ce que c'était que cette nouvelle comédie? « Anna, épouse-moi à nouveau, » a-t-il dit, la voix pleine d'émotion. Cette demande surprise dans ce cadre désolé ne semblait pas romantique, elle semblait grotesque. Que planifiait-il? La bague en diamant scintillait au soleil, reflétant une lumière froide et sans âme, tout comme les yeux de l'homme agenouillé devant moi. « Épouse-moi à nouveau. » Les mots résonnaient contre le bruit des vagues, paraissant si faux et absurdes. Pour qui me prenait-il? Une idiote qui pouvait être achetée avec un caillou brillant et quelques paroles douces? Ou était-ce une partie du plan, une performance élaborée pour me bercer d'un faux sentiment de sécurité avant de passer à l'acte? Je n'ai pas répondu, je suis juste resté là à le fixer, essayant de déchiffrer les calculs cachés derrière son expression sérieuse. Voyant mon silence, Kevin a semblé perdre patience. Il s'est levé, s'est rapproché et a pris ma main. « Anna, je sais que j'ai eu tort. Ma mère et moi, nous t'avons fait du mal, mais c'était un malentendu. Je t'aime. Je t'aime vraiment. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter, de nous permettre de recommencer à zéro. Pouvons-nous faire cela? » Il a glissé la bague à mon doigt, un acte d'imposition, pas de demande. Je n'ai pas retiré ma main, je voulais voir jusqu'où il porterait cette mascarade. « Recommencer à zéro, » ai-je répété, d'une voix monocorde. « Le pouvons-nous? » Bien sûr, Anna. Bien sûr que nous le pouvons, a-t-il dit précipitamment, comme s'il avait peur que je change d'avis. Pardonne-moi simplement, et nous oublierons tous les désagréments. Je te promets que je ne te rendrai plus jamais triste. Ma mère, elle le regrette aussi. Tout ce qu'elle veut, c'est que sa belle-fille revienne à la maison. Ses paroles étaient si fluides, si douces. Mais je savais que tout cela n'était que mensonge. Une femme comme Evelyne ne connaîtrait jamais le regret, et un homme incestueux comme lui ne connaîtrait jamais le véritable amour. Il a mis ses bras autour de ma taille, me serrant contre lui, et a chuchoté à mon oreille. Pour prouver mon amour, j'ai une autre surprise pour toi. Il a désigné une petite grotte nichée derrière les rochers. C'est magnifique là-dedans. Je l'ai décorée juste pour nous.
Notre propre petit paradis. Vas-y, jette un coup d'œil. Mon instinct a hurlé un avertissement. Une grotte isolée. Un cadeau surprise. C'était trop parfait pour un piège. J'ai hésité une seconde, puis j'ai décidé d'y aller. Je devais savoir à quel jeu tordu il jouait. Vraiment? Tu me rends curieuse. J'ai forcé un sourire radieux, feignant l'excitation. J'ai marché vers la grotte, Kevin juste derrière moi. Sa main reposait légèrement sur mon dos, m'envoyant un frisson dans l'échine. L'entrée était petite, juste assez grande pour qu'une personne puisse passer. À l'intérieur, il faisait sombre et humide, un courant d'air froid s'en échappait. J'ai hésité à l'entrée. C'est si sombre. J'ai un peu peur. C'est bon. Entre seulement. J'ai allumé des bougies à l'intérieur. C'est très romantique, a-t-il insisté, la voix un peu trop impatiente. J'ai pris une grande inspiration, rassemblé tout mon courage et je suis entré. Dès que j'ai franchi le seuil, une vague d'effroi m'a submergé. J'ai entendu les pas de Kevin non pas me suivant, mais reculant. Et puis, un bruit sourd et grinçant. La seule lumière venant de l'entrée a disparu. Je me suis retourné brusquement, mon cœur s'arrêtant. L'entrée avait été bloquée par un énorme rocher poussé d'en haut. J'étais prise au piège. J'étais complètement prisonnière dans l'obscurité. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Ouvre la porte, ai-je hurlé, frappant mes poings contre le rocher dans un effort désespéré et futile. La seule réponse fut un silence terrifiant. Le rocher était trop gros, trop lourd. Je n'avais aucune chance de le déplacer. Je me suis effondré au sol, le corps secoué par la peur et la rage. C'était donc cela son véritable plan, pas un accident, mais l'emprisonnement. Il voulait m'enfermer ici, me laisser mourir d'une mort lente de faim et de déshydratation dans le noir. Ma mort serait classée comme une disparition mystérieuse pendant des vacances. Il s'en sortirait parfaitement et hériterait de tous mes biens. Cruel. C'était si incroyablement cruel. J'ai commencé à pleurer des larmes de peur et de désespoir. Mais alors je me suis souvenu du traceur GPS, le petit dispositif de suivi que Maya avait déguisé en bouton sur ma robe. Les mains tremblantes, je l'ai cherché sur ma poitrine. Il était toujours là. Maya savait-elle que j'étais en danger? Pouvait-elle me trouver ici? Au milieu de ma panique, une voix familière et horrifiante a résonné de l'autre côté du rocher. Ce n'était pas la voix de Kevin. Petite idiote. Pensais-tu vraiment pouvoir t'en sortir? C'était Evelyn. Elle était là, elle aussi. Soit elle nous avait suivis, soit, plus probablement, elle avait orchestré tout ce piège. Pourquoi, ai-je balbutié. Son rire perçant et cruel a retenti, résonnant dans la grotte sombre. Pourquoi? Parce que tu es trop intelligente, ma chère. Tu en sais trop. Tu es une menace. Je ne peux pas te laisser vivante, tout gâcher. Et Kevin? Est-il de mèche avec vous? Lui? Elle a ri encore. C'est juste un homme sans volonté. Il m'aime et il fera n'importe quoi pour moi. Il te pleurera un peu quand tu seras parti, mais il s'en remettra. Tes biens deviendront les siens, ce qui signifie qu'ils deviendront les miens. Tout rentrera dans l'ordre. C'était donc ça. Elle était la réalisatrice de tout ce cauchemar. Kevin n'était que sa marionnette. Elle était le véritable monstre. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, ai-je hurlé, la voix remplie de haine. Quelqu'un me trouvera. Vos crimes seront exposés. Qui va te trouver dans un endroit aussi désolé que celui-ci? Le temps que quelqu'un te trouve, tu ne seras plus qu'un tas d'os. Alors, adieu, ma chère belle-fille. Repose en paix. Après avoir parlé, j'ai entendu leurs pas s'éloigner. Ils m'avaient laissé ici, seul dans le noir absolu, dans un désespoir total. Mais juste au moment où j'allais abandonner, j'ai entendu un son faible, mais clair. Le son d'une sirène de police se rapprochant de plus en plus. Au début, la sirène de police n'était qu'un gémissement lointain et faible. Mais elle est devenue de plus en plus forte, plus urgente, comme une dose d'adrénaline injectée directement dans mon corps épuisé. L'espoir, une lueur fragile mais féroce, s'est allumé dans mon esprit. Maya. Ce devait être Maya. Elle avait reçu mon signal. Je me suis relevé avec peine, utilisant le reste de mes forces pour frapper contre le rocher, hurlant jusqu'à ce que ma voix soit rauque. À l'aide. Aidez-moi.
Je suis ici. J'ai entendu des pneus crisser en s'arrêtant à proximité. Des portières de voiture ont claqué, suivi du bruit de pas frénétiques et des cris désespérés de Maya. Anna. Anna. Où es-tu? Je suis ici dans la grotte, ai-je crié, ma voix se brisant de soulagement et d'épuisement. Immédiatement, j'ai entendu les bruits de plusieurs hommes convergeant vers l'endroit, des cris et le bruit sec du métal contre la roche. Ils essayaient de déplacer le rocher. Lentement, un filet de lumière a percé l'obscurité, s'élargissant de plus en plus. Enfin, avec un bruit sourd, le rocher a été poussé de côté. La lumière vive du soleil a inondé l'espace, me forçant à plisser les yeux. La silhouette de Maya s'est précipitée et m'a serré dans ses bras. Anna, mon Dieu, est-ce que tu vas bien? Tu m'as fait une peur bleue. Je me suis cramponné à elle, tout mon corps tremblant. Des larmes coulaient sur mon visage, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement, les larmes de quelqu'un qui venait de revenir du bord de la mort. Je vais bien. Merci, Maya. Merci. Des agents de police sont entrés pour s'enquérir de mon état et m'aider doucement à sortir. L'air frais de la mer a rempli mes poumons. J'ai pris une grande inspiration, me sentant comme si j'étais né de nouveau. Maya a expliqué qu'alors que j'étais en route vers cette plage isolée, le signal GPS de ma robe s'était soudainement arrêté dans cet endroit isolé et n'avait plus bougé pendant un long moment. Sentant que quelque chose n'allait pas du tout, elle avait immédiatement contacté la police locale avec laquelle elle avait déjà pris contact, en leur donnant les coordonnées et en demandant une assistance urgente. Heureusement, ils étaient arrivés à temps. Où sont ces monstres, ai-je demandé, regardant autour de la plage déserte. Ils ont fui, a répondu un officier. Quand ils ont entendu les sirènes, ils ont sauté dans leur voiture et ont déballé. Mais ne vous inquiétez pas, madame. Nous avons mis en place des barrages routiers sur toutes les voies d'accès. Ils n'iront pas loin. On m'a ramené au complexe pour me reposer et donner une déclaration préliminaire. L'appareil d'enregistrement caché sous mon oreiller avait capturé toute la conversation téléphonique de Kevin la nuit précédente, et l'enregistreur déguisé en barrette à cheveux avait parfaitement documenté la fausse demande en mariage et les railleries d'Evelyn à l'extérieur de la grotte. C'était autant de preuves irréfutables. Environ 1 heure plus tard, nous avons reçu des nouvelles, la police avait appréhendé Kevin et Evelyn alors qu'ils tentaient de fuir vers l'aéroport. La nouvelle ne m'a pas apporté de sentiment de triomphe, seulement un sentiment de vide. La pièce était terminée, mais mon cœur me semblait si lourd. Ce soir-là, j'étais assise seule sur le balcon de mi bungalow, contemplant l'océan sombre. Maya s'était occupée de toutes les formalités et était en route. Les vagues à l'écume blanche s'écrasaient inlassablement sur le rivage comme si elles essayaient de laver la souillure de la journée. Mais pouvait-elle laver la blessure dans mon cœur? 7 ans. Ce n'était pas une éternité, mais c'était assez long pour qu'un amour soit gravé dans l'âme. J'avais aimé Kevin, aimé de tout mon cœur. Je lui avais donné ma jeunesse, ma carrière, ma confiance, et qu'avais-je reçu en retour? Une tromperie systématique, un complot cruel et un piège mortel. Je me demandais, pendant toutes ces 7 années, y a-t-il jamais eu un seul moment où il a été sincère avec moi, ou n'était-ce qu'une comédie? Quand Maya est arrivée, elle a apporté d'autres nouvelles, des nouvelles qui m'ont laissé stupéfaite. Anna, tu ne vas pas le croire. Quand la police a fouillé la voiture d'Evelyn, ils ont trouvé quelque chose. Quoi, ai-je demandé, un nouveau sentiment de pressentiment montant en moi. Maya m'a montré une photo sur son téléphone. C'était celle d'un livret d'épargne et de quelques documents d'assurance. Sais-tu à quel nom est ce compte d'épargne? C'est celui d'Arthur, ton beau-père. Le solde est de plus de 200 000 $. Et plus important encore, sur cette police d'assurance vie, la seule bénéficiaire en cas de décès d'Arthur est Evelyn, une police de 2 millions de $. J'étais sans voix. 2 millions de $, une police d'assurance vie. Mon beau-père, un gentil professeur retraité avec une modeste pension, comment pouvait-il avoir ce genre de police? Et pourquoi Evelyn était-elle la seule bénéficiaire? Je ne comprends toujours pas, Maya. Moi non plus, a répondu Maya, l'expression pensive. Mais la police a trouvé autre chose, une petite fiole de pilules non étiquetée cachée au fond de son sac à main. Ils l'ont envoyée pour analyse. Quelque chose ne va vraiment pas ici, Anna. J'ai le sentiment que ta situation n'est que la partie émergée d'un iceberg bien plus grand, un iceberg qui implique ton beau-père et possiblement la mort de la mère de Kevin. Les paroles de Maya m'ont glacé le sang. La mort de la mère de Kevin, le flacon sans étiquette,
l'énorme police d'assurance, tous les morceaux apparemment sans lien commençaient à s'assembler, révélant une conspiration bien plus horrifiante que ce que je venais de subir. J'ai soudain compris. Peut-être que la véritable raison pour laquelle mon beau-père était devenu si renfermé et silencieux n'était pas seulement parce qu'il avait peur d'Evelyne. La partie émergée de l'iceberg. Les mots de Maya m'ont hanté pendant une autre nuit sans sommeil. Je pensais avoir atteint les profondeurs de la méchanceté humaine, mais il semblait y avoir un abîme plus profond et plus sombre en dessous. Je restais allongé dans mon lit à écouter le fracas rythmé des vagues, essayant de rassembler les fragments, le flacon sans étiquette, la police d'assurance de 2 millions de dollars, le silence terrifiant de mon beau-père, et la mort soudaine de la mère de Kevin d'une brève maladie il y a 10 ans. Comment tout cela était-il lié? Et quel rôle Evelyne, la femme au passé mystérieux, jouait-elle dans tout ça? J'avais l'impression d'être devant un rideau géant voilé, et que si je le tirais, une vérité horrifiante serait révélée. Le lendemain, Maya et moi avons repris l'avion pour Boston. L'enquête en Floride a été transférée au département de police de Boston pour être élargie. Dès que nous avons atterri, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Allô, est-ce bien mademoiselle Anna Thompson ?» La voix à l'autre bout du fil était celle d'un vieil homme, tremblante. « Oui, c'est moi. » « Qui est à l'appareil ? » « C'est Henderson, du domaine familial, dit-il, la voix frénétique. « Monsieur Henderson, qu'est-ce qui ne va pas ? » « C'est terrible, Anna. C'est votre beau-père. Arthur. Il s'est pendu dans le bureau du domaine. Toute force a quitté mon corps. Le téléphone est tombé par terre. Mon beau-père s'est suicidé. Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Ma vision s'est obscurcie. Maya s'est précipitée pour me rattraper. Anna. Anna, ça va ? Je ne l'entendais plus. Mon esprit ne faisait qu'écho à une seule question, pourquoi ? Quand nous sommes arrivés au domaine, la zone était déjà bouclée par du ruban de police. Des voisins et des curieux s'étaient rassemblés, chuchotant entre eux. J'ai vu une ambulance garée à la grille, ses gyrophares rouges et bleus clignotant tristement. J'ai essayé de courir à l'intérieur mais j'ai été arrêté par un officier. « Madame, s'il vous plaît, restez calme. La scène est en cours de traitement. » Un instant plus tard, Monsieur Henderson a été escorté vers la sortie par un autre officier. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit, les yeux rouges et vides. En me voyant, il a trébuché vers l'avant et a saisi ma main. « Anna, c'est ma faute. C'est entièrement ma faute. » « Monsieur Henderson, de quoi parlez-vous » ai-je bafouillé. Il a tiré en tremblant une enveloppe froissée de sa poche et l'a pressée dans ma main. Avant de faire ça, Arthur me l'a donnée. Il m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais vous la donner. Il a dit, seul vous pourriez mettre la vérité en lumière pour tout le monde au point. D'une main tremblante, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de l'écriture familière et tremblante de mon beau-père, Anna, ma chère belle-fille, au moment où tu liras ceci, je serai probablement parti de ce monde. Ne me pleure pas. C'est la seule issue pour un lâche qui a vécu dans le péché et la peur ces 10 dernières années. Je suis tellement désolé, Anna. Je savais tout depuis très longtemps. Je savais qu'Evelyne n'était pas une femme ordinaire. Je savais que la mort de ma femme, la mère de Kevin, n'était pas due à une maladie. Et je savais que tu étais sa prochaine victime. Il y a 10 ans, quand ma femme est tombée malade, Evelyne est apparue, jouant le rôle d'une gentille vieille amie, apportant ses remèdes traditionnels. Je lui ai fait aveuglément confiance. J'ai même préparé le médicament pour ma femme de mes propres mains, sans jamais savoir que ces pilules contenaient un poison à action lente, poison qui ne tuait pas immédiatement, mais détruisait lentement ses organes, faisant paraître sa maladie progressivement pire et incurable. Je suis devenu involontairement complice du meurtre de la femme que j'aimais le plus au monde. Au moment où j'ai découvert la vérité, il était trop tard. Ma femme était partie. Et Evelyne, elle a utilisé ce secret pour me contrôler. Elle a menacé de me dénoncer comme meurtrier si je ne lui obéissais pas. Elle m'a forcé à l'épouser, m'a forcé à signer tous mes biens à son nom. Cette police d'assurance de 2 millions de dollars était aussi son idée, me forçant à faire d'elle l'unique bénéficiaire. J'ai vécu comme une ombre, une marionnette entre ses mains pendant 10 ans. Je n'ai pas osé parler parce que j'avais peur. Peur de tout perdre, peur d'aller en prison, peur de faire face à ma propre culpabilité. Jusqu'à ce que tu arrives, Anna. Ta résilience,
ta gentillesse et ta force m'ont fait honte. J'ai réalisé que je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai essayé de te protéger à ma manière en enregistrant secrètement les conversations d'Evelyne et de Kevin et en écrivant cette lettre. Mais je sais que tant que je serai en vie, Evelyne ne te laissera jamais en paix. Elle m'utilisera pour te menacer, pour te faire du mal. Alors, je dois partir. J'espère que ma mort sera l'acte d'accusation le plus puissant de ces crimes. Et plus important encore, elle te libérera de tout son pouvoir de chantage. Dans la clé USB que j'ai laissée dans la boîte en bois avec le journal de la mère de Kevin se trouvent toutes les preuves que j'ai recueillies au cours des 10 dernières années. Utilise-les, Anna. Utilise-les pour traduire ce démon sous forme humaine en justice. Pour apporter la paix à la mère de Kevin, à toi, et à ma propre âme coupable. Ton père, Arthur. J'ai fini la lettre, les larmes ayant troublé ma vision depuis longtemps. Je tremblais, non pas de froid, mais d'une vérité si horrifiante. Meurtre, détournement de fonds, chantage, chacun des crimes d'Evelyne était mis à nu, brut et douloureux, à travers la confession d'un homme qui a choisi la mort pour trouver la paix. J'ai serré la lettre étroitement. Mon beau-père n'était pas un lâche, c'était un père et un mari qui avaient enduré un fardeau insupportable de culpabilité. Sa mort n'était pas une fin, mais le début d'un jugement final. J'ai regardé Maya. Maya, nous devons trouver cette clé USB. Maintenant. La note de suicide de mon beau-père était comme une bombe à retardement, brisant les derniers vestiges de leur monde fabriqué. Sa mort n'était pas une reddition, c'était un acte tragique de protestation. J'ai immédiatement remis la lettre à l'officier principal sur les lieux. Après l'avoir lue, son expression est devenue incroyablement grave. Il a ordonné à une équipe de retourner dans le domaine pour mener une fouille approfondie du bureau où Arthur séjournait. Maya et moi avons été autorisés à les accompagner. La pièce était petite et simple, contenant seulement un vieux lit, une armoire en bois et un bureau. Tout était propre et bien rangé, sans aucun signe de lutte. Nous avons cherché partout dans les tiroirs, sous le lit, à l'intérieur des livresses, mais il n'y avait pas de boîte en bois. Mon cœur a commencé à se serrer. Est-ce qu'Arthur, dans sa panique, l'avait cachée ailleurs? Ou pire, est-ce que quelqu'un l'avait déjà prise? Rien ici, monsieur, a rapporté un officier. Nous avons regardé partout. J'étais au bord du désespoir. Cette clé USB était l'élément de preuve le plus crucial, la clé pour faire tomber Evelyne pour de bon. Sans elle, la note de suicide pourrait être écartée comme les divagations d'un esprit dérangé, manquant de poids juridique. Je me tenais au milieu de la pièce, essayant de me rappeler chaque détail de la lettre. La clé USB que j'ai laissée dans la boîte en bois avec le journal de la mère de Kevin. Le journal. Ça m'a frappé. Le journal de la mère de Kevin. Je l'avais trouvé dans la boîte en bois au domaine, mais je l'avais emporté au bureau de Maya. Maya, je me suis tourné vers elle, la voix urgente. As-tu toujours le journal de la mère de Kevin? Oui, je l'ai sous clé dans le coffre-fort de mon bureau, a répondu Maya, semblant comprendre. Nous devons y aller maintenant. Nous nous sommes précipités vers sa voiture et avons foncé vers son cabinet d'avocat. Pendant tout le trajet, j'ai prié pour que mon intuition soit juste et que mon beau-père ait été assez lucide pour cacher les preuves dans l'endroit le plus sûr possible. Au bureau, Maya a rapidement ouvert le coffre-fort et a récupéré le journal jaune. Je l'ai pris d'une main tremblante, feuilletant les pages, cherchant le moindre indice. Et puis, sur la dernière page où la mère de Kevin avait écrit à Evelyne, « Attention, j'ai senti quelque chose de rigide sous la doublure en papier de la couverture arrière. » Mon cœur battait la chamade. J'ai soigneusement utilisé mon ongle pour décoller le vieux papier. En dessous, une petite fente habilement découpée a été révélée, et nichée à l'intérieur se trouvait une minuscule clé USB noire. « Elle est là !» ai-je presque crié de soulagement, les larmes coulant sur mon visage. Mon beau-père ne m'avait pas laissé tomber. Il avait utilisé le journal de sa propre femme pour cacher la preuve de son meurtre. Un acte final fatidique et significatif. Nous n'avons pas perdu de temps pour apporter la clé USB directement au poste de police. En ma présence, celle de Maya et des enquêteurs, la clé a été branchée sur un ordinateur. Une multitude de fichiers sont apparus. Pas seulement des enregistrements audio, comme la lettre d'Arthur l'avait mentionné, mais aussi des vidéos filmées avec une caméra cachée et des copies numérisées de documents et de contrats qu'Evelyne l'avait forcé à signer. Tout était méticuleusement organisé dans des dossiers par date. Mon beau-père, le doux professeur, était secrètement devenu un enquêteur patient et méthodique au cours des 10 dernières années.
La première vidéo a été lancée, une image granuleuse filmée depuis un coin caché du salon. À l'écran, Evelyne tendait à Arthur un bol de médicaments. Bois ça. C'est très bon pour elle. Ça l'aidera à mieux dormir, disait-elle gentiment, mais ses yeux étaient froids. Arthur a hésité un instant avant d'emporter le bol dans la chambre de sa femme. La vidéo suivante, enregistrée quelques jours plus tard, montrait Kevin, alors juste un jeune homme, dans le même salon. Maman, pourquoi semble-t-elle si fatiguée ces derniers temps, demandait sa voix. Evelyne a soupiré. C'est la maladie, mon fils. Ne t'inquiète pas, laisse-moi simplement m'occuper d'elle. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écouter. Le fichier suivant était un enregistrement audio d'un appel téléphonique passé par Evelyne. Ne t'inquiète pas. Le vieux fou me fait entièrement confiance et sa femme maladive est à l'article de la mort. Une fois que tout cela sera fini, je te ferai sortir de prison plus tôt. Alors tout cet argent sera à nous. L'homme à qui elle parlait devait être l'homme à la cicatrice de la photographie. C'était donc encore pire. Elle n'agissait pas seule. Elle avait un complice, un partenaire criminel qui était en prison. Ses motivations n'étaient pas seulement la cupidité, elles étaient par amour, un amour tordu et criminel. Une par une, les vidéos et les enregistrements ont été diffusés, exposant toute la conspiration d'Evelyne. De l'empoisonnement de la mère de Kevin au chantage sur son père, la manipulation de Kevin et le plan pour m'escroquer et m'éliminer, tout était enregistré avec des détails indéniables. L'enquêteur principal s'est tourné vers moi, la voix remplie de sympathie mais aussi d'une colère non dissimulée. Mademoiselle Thompson, avec ses preuves, nous en avons plus qu'assez pour porter des accusations de meurtre au premier degré. Le sacrifice de votre beau-père ne sera pas vain. J'ai hoché la tête, le cœur lourd. La justice arrivait, mais le prix avait été si terriblement élevé. À ce moment-là, un autre officier est entré et a chuchoté quelque chose à l'enquêteur principal. J'ai vu son expression changer. Il m'a regardé et a dit, Mademoiselle Thompson, nous venons de recevoir l'information qu'Evelyne et Kevin ont été libérés sous caution en attendant la suite de l'enquête, et ils sont en route pour ici maintenant. Ils sont en route pour ici maintenant. Les mots de l'enquêteur ont résonné dans la pièce calme et tendue. Libérés sous caution? Pourquoi maintenant? Avaient-ils utilisé leur argent et leurs relations pour sortir, pour trouver un moyen de riposter? Une rafale de questions tourbillonnait dans mon esprit. J'ai jeté un coup d'œil à Maya, qui semblait tout aussi surprise et inquiète. L'enquêteur a semblé lire dans nos pensées. Cela fait partie de notre plan, a-t-il expliqué. Nous avons intentionnellement laissé le juge accorder la caution pour leur donner un faux sentiment d'espoir, pour voir ce qu'ils feraient ensuite. Et comme prévu, la première chose qu'ils ont faite à leur libération a été de venir ici. Ils pensent probablement qu'ils peuvent négocier avec vous ou vous menacer une dernière fois. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Une confrontation. Il était temps de faire face aux démons qui avaient détruit ma vie et cette famille. Je comprends, ai-je dit, la voix redevenue ferme. Je vais les voir. Environ 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Evelyne et Kevin sont entrés, flanqués de 2 officiers de police. Ils ne ressemblaient en rien aux personnes puissantes et arrogantes qu'ils étaient autrefois. Evelyne était visiblement plus mince, ses cheveux striés de plus de gris, ses yeux enfoncés par l'épuisement et l'amertume. Kevin gardait la tête basse, incapable de regarder qui que ce soit dans les yeux, que ce portrait même d'un lâche pathétique. Au moment où Evelyne m'a vu, un éclair de haine pure s'est allumé dans ses yeux. Elle s'est élancée vers moi mais a été retenue par l'officier à ses côtés. « Toi! Tout est de ta faute, a-t-elle hurlé, la voix perçante. Tu as tué ton beau-père, et maintenant tu veux détruire le reste d'entre nous. » Je suis resté sur mes positions, imperturbable, la regardant avec un mélange de froideur et de pitié. Un animal acculé ne peut que grogner et mordre. L'enquêteur a frappé légèrement la table de sa main. Evelyne, c'est un poste de police, pas un marché. Contrôlez-vous ou nous serons forcés de prendre des mesures. Evelyne s'est tue, mais ses yeux brûlaient toujours de rage alors qu'elle me fixait. L'interrogatoire a commencé. L'enquêteur a diffusé l'enregistrement de l'appel téléphonique d'Evelyne avec l'homme en prison. Alors que sa propre voix remplissait la pièce, discutant de son complot meurtrier, son visage est passé du rouge à une pâleur mortelle. Non, ce n'est pas moi. Ça a été monté. C'est un faux, a-t-elle bafouillé. Mais ensuite, les images de la caméra cachée la montrant tendant le bol de poison à Arthur ont été diffusées.
L'image était parfaitement claire, irréfutable. Elle s'est effondrée sur sa chaise, le corps tremblant. Tout son défi, tous ses démentis n'avaient aucun sens face aux preuves accablantes que son propre mari avait si silencieusement recueillies. Puis ce fut le tour de Kevin. Il était encore plus pathétique. Quand l'enregistrement de sa conversation avec moi a été diffusé, le mot dégradant, les plans détaillés pour m'escroquerie, s'est contenté de se prendre la tête à deux mains, de cacher son visage sur la table et de se mettre à sangloter. Les larmes tardives d'un traître. Je suis resté assise là à regarder leur chute, ne ressentant aucune satisfaction, seulement une vaste et vide tristesse. Par cupidité, par désir, il s'était poussé dans l'abîme, détruisant non seulement ma vie mais la leur aussi. Kevin, ai-je dit, ma voix, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, ne contenant aucune haine, seulement une immense lassitude. Regarde-moi. Il a lentement levé la tête, les yeux rouges et gonflés, pleins de culpabilité et de peur. Au cours des 7 dernières années, t'ai-je déjà fait quelque chose de mal, à toi ou à ta famille? Il a secoué la tête violemment, incapable de parler. Je me suis dévoué à cette famille. J'ai traité ta belle-mère comme ma propre mère. Je t'ai fait entièrement confiance. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Tromperie, trahison et un complot de meurtre qui a été caché pendant une décennie. As-tu déjà ressenti un soupçon de culpabilité, Kevin? Même un seul instant? Il n'a pas répondu, se contentant de continuer à pleurer. Je ne pouvais plus dire si ses larmes étaient vraies ou fausses. Et vous, me suis-je tourné vers Evelyne, qui était assise, sous le choc, sur sa chaise. Vous avez assassiné une femme innocente, la femme dont vous avez volé la place dans cette famille. Vous avez empoisonné l'esprit de votre propre beau-fils, faisant de lui votre marionnette, votre complice. Vous avez détruit ma vie, et vous avez détruit la vie de votre mari. Qu'avez-vous gagné de tout cela? De l'argent? Ou votre sordide liaison avec un détenu? La tête d'Evelyne s'est redressée brusquement, ses yeux hagards. Qu'est-ce que tu en sais? Tu avais tout et je n'avais rien. Je te hais. Je vous hais tous, a-t-elle hurlé comme un animal blessé. Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte à nouveau. Un homme avec une longue cicatrice en travers du visage, vêtu d'une combinaison de prisonnier, a été escorté par 2 officiers. Vince, s'est écriée Evelyne, ses yeux mélangeant joie et désespoir. L'homme ne l'a pas regardé. Son regard était fixé sur moi, un regard froid et menaçant. Alors, c'est toi la petite garce qui a tout gâché, dit-il, la voix d'un grognement sourd. L'enquêteur a pris la parole. Vince Gallo, nous avons la preuve que vous avez orchestré les crimes d'Evelyne depuis l'intérieur de la prison. Avez-vous quelque chose à dire? Vince a eu un rictus, un sourire sinistre. Dire? Il n'y a rien à dire. On gagne ou on perd, c'est le jeu. Mon seul regret est de ne pas avoir pu t'achever moi-même plus tôt. Ces mots, totalement dépourvus de remords, ont jeté un silence glacial dans la pièce. Le véritable démon, le marionnettiste derrière tout cela, avait enfin montré son visage. L'apparition de Vince Gallo, l'homme qui portait la cicatrice de son passé criminel, était la dernière pièce qui complétait le puzzle horrifiant des crimes d'Evelyne. Il se tenait là, dans la solennelle salle d'interrogatoire, sans une trace de peur ou de repentir. Son regard sur moi n'était pas celui d'un perdant, mais celui d'un serpent venimeux, regrettant seulement de ne pas avoir frappé sa proie plus tôt. Il était le mystérieux ex-mari, celui qui avait tissé cette toile de mal avec Evelyne depuis derrière les barreaux. Leur amour malade était devenu un partenariat mortel, prêt à sacrifier n'importe qui se dressant sur leur chemin. L'interrogatoire n'avait pas besoin de continuer. Avec la confession indirecte et arrogante de Gallo et les preuves irréfutables de la clé USB de mon beau-père, l'ampleur totale de leur crime a été mise à nu. Evelyne n'était pas seulement une meurtrière et une escroc, elle était une complice qui avait aidé et encouragé un criminel depuis la prison. Kevin n'était pas seulement un traître incestueux, il était un pion pathétique manipulé par sa belle-mère et son amant, transformé en outil pour leur sale manigance. Plusieurs mois plus tard, le procès final a conclu l'une des affaires de crime familial les plus complexes et tragiques que la ville ait connues. Les sentences ont été sévères, à la mesure de la gravité de leurs actes. Vince Gallo, en tant que cerveau au long casier judiciaire, a reçu la peine maximale, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Evelyne, pour son rôle direct dans le meurtre et de nombreuses autres accusations, a également été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et Kevin, bien que le tribunal ait pris en compte des facteurs atténuants de manipulation,
a tout de même reçu une peine de 20 ans pour conspiration, fraude et complicité de meurtre. La pièce était terminée. Les acteurs principaux avaient reçu leur finale méritée. Le jour du verdict, je n'y ai pas assisté. Je n'avais aucune envie de voir leur forme pathétique une dernière fois. Je suis resté chez moi avec mes parents, allumant de l'encens devant un petit mémorial que j'avais installé pour la mère de Kevin et mon beau-père. Deux âmes lésées pouvaient enfin trouver la paix. Je ne ressentais plus de haine. En étant témoin de l'effondrement complet de ces gens, je ne ressentais qu'un vide creux et un sentiment de pitié. Ils avaient détruit leur propre vie, enterré leur propre avenir dans un abîme de cupidité et de crime. Un an après le procès, ma vie est progressivement revenue à un état de paix. La tempête médiatique était passée. Mon histoire, autrefois un scandale sensationnel, était devenue un récit d'avertissement sur la nature humaine et la quête de justice. J'ai décidé de reprendre le cabinet d'architecture de ma famille, celui que mon père avait bâti. Avec l'aide de collègues fidèles, j'ai lentement reconstruit l'entreprise après la tourmente. Le travail acharné était un baume pour mon cœur blessé. Je n'étais plus la jeune fille naïve qui ne connaissait que l'amour, j'étais devenue une femme forte et indépendante qui savait se protéger. J'ai également honoré la dernière volonté de mon beau-père. J'ai utilisé une partie des biens que j'avais récupérés pour établir une fondation caritative au nom de lui et de sa première femme, dédiée à l'aide aux victimes de violences domestiques et de fraude au mariage. Je voulais transformer ma douleur en quelque chose de bon pour qu'aucune autre femme n'ait à subir la tragédie que j'avais vécue. De temps en temps, j'entendais des nouvelles des autres. Après tout ça, j'ai fait venir Monsieur Henderson vivre avec nous. Il avait considérablement vieilli, mais son esprit était plus en paix. Il disait qu'à son âge, avoir enfin vu la justice rendue signifiait qu'il n'avait plus de regrets. Maya, ma chère amie, est devenue très renommée après l'affaire. Elle a refusé des offres lucratives de grands cabinets d'avocats et a ouvert son propre cabinet, fournissant des services pro bono aux femmes vulnérables. Nous sommes restés les amis les plus proches, partageant les joies et les peines de la vie. Quant à Kevin, j'ai entendu dire qu'il était un prisonnier modèle. Peut-être que ce n'est qu'après avoir tout perdu qu'il a vraiment compris ses erreurs. Il m'a envoyé quelques lettres manuscrites remplies de remords et de demandes de pardon. Je n'ai jamais répondu non pas parce que je le haïssais toujours, mais parce que je savais que certaines blessures, le temps ne pourrait jamais les guérir. Le plus grand pardon que je pouvais lui offrir était d'oublier. Un après-midi de week-end, j'ai conduit seul jusqu'à la côte, vers cette même plage déserte où j'avais failli mourir. L'océan était le même, une vaste étendue de bleu. Les vagues s'écrasaient toujours inlassablement sur le rivage comme si elles essayaient de tout laver. Je me suis tenu là, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration d'air frais et salé. La brise marine jouait avec mes cheveux, transportant le goût de l'océan et le parfum de la liberté. Je n'avais plus peur. L'obscurité était derrière moi, laissant place à une nouvelle aube. J'avais traversé le plus sombre des tunnels, mais je n'étais pas tombé. J'avais trouvé la lumière au bout, la lumière de la vérité, de la justice et de la renaissance. Ma vie avait tourné une nouvelle page, un chapitre exempt de mensonges et de stratagèmes, rempli seulement de paix, de compassion et d'un but significatif. J'ai souri, un sourire de tranquillité complète et totale. Le passé était clos. L'avenir était ouvert, m'attendant. Et je savais que quels que soient les défis à venir, j'avancerais avec force. Parce que j'étais Anna, une femme qui avait traversé l'enfer et en était revenue plus forte que jamais. Cette histoire sert de puissant témoignage de la résilience de l'esprit humain. C'est un voyage à travers les recoins les plus sombres de la trahison et une célébration de la force qu'il faut pour retrouver la lumière. La première et peut-être la plus douloureuse leçon concerne la confiance. Anna a accordé sa confiance totalement, et cette fois aveugle a failli causer sa perte. Cela nous enseigne que l'amour ne signifie pas l'ignorance, et que la confiance ne signifie pas l'abandon de notre propre jugement. Dans toute relation, nous devons rester vigilants, écouter notre intuition et ne jamais renoncer totalement à notre indépendance. La clarté financière et juridique n'est pas un signe de méfiance, mais une armure nécessaire contre les tempêtes de la vie. L'histoire est aussi un avertissement frappant sur le pouvoir destructeur de la cupidité et du désir. Evelyn, Kevin et Vince avaient tellement, et pourtant leurs appétits insatiables les ont transformés en monstres. Ils ont glissé sur la pente savonneuse du crime où un mensonge en couvrait un autre, jusqu'à ce qu'ils perdent non seulement leur liberté et leur avenir, mais leur humanité même. La loi de cause à effet, bien que parfois retardée, n'est jamais absente. Ce qu'ils ont semé dans la méchanceté, ils l'ont récolté dans la ruine.
Cela nous rappelle qu'aucune prospérité bâtie sur la souffrance des autres ne peut être durable. La paix de l'esprit est la seule véritable richesse. Pourtant, même dans ce portrait sombre, il y a des lueurs de lumière. Il y a Arthur, le beau-père, qui a vécu dans une peur silencieuse pendant une décennie. Sa conscience, longtemps endormie, a été réveillée par la vertu d'Anna. Son acte final n'était pas une fuite, mais une expiation, un choix tragique pour exposer le mal et sauver la belle-fille qu'il n'avait pas pu protéger de son vivant. Son sacrifice montre qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Surtout, c'est une saga de renaissance. Regardez Anna. Poussée au bord absolu du désespoir, elle ne s'est pas brisée. La douleur ne l'a pas détruite, elle l'a forgée en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus résolu. Elle a transformé ses larmes en action, sa rage en raison. Son voyage montre que la plus grande force d'une femme ne réside pas dans sa fragilité, mais dans sa volonté indomptable. Après la tempête, elle s'est non seulement tenue debout, mais elle a reconstruit sa vie avec plus de détermination que jamais. En fondant une association caritative, elle a transformé sa tragédie personnelle en un phare d'espoir pour les autres. C'est la victoire la plus profonde et la plus significative de toutes. Puisse cette histoire inspirer le courage, le respect de soi et une croyance inébranlable en la justice chez tous ceux qui l'entendent.